Pourquoi certains chercheurs réalisent-ils des travaux qui changent le monde, tandis que d'autres restent dans l'ombre? C'est une question que Richard Hamming s'est posée, et il a fait une présentation il y a plus de 20 ans. Il a aussi rédigé un livre à ce sujet. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce qui fait la différence selon Richard Hamming. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 clés d'une recherche impactante. Le premier point que Hamming nous relève, c'est travailler sur des questions significatives. Comment se poser les bonnes questions et choisir des sujets qui comptent réellement. Le deuxième point est être prêt à saisir les opportunités. La chance sourit à l'esprit préparé, nous disait Louis Pasteur. Ainsi, il faut être constamment prêt pour pouvoir saisir les opportunités, pour observer le buisson ardent. Persévérer malgré les obstacles, le travail acharné et la résilience. Voici le troisième point que Richard Hamming nous partage, que le travail acharné est essentiel dans le monde de la recherche. Le quatrième point est qu'il faut s'entourer et collaborer intelligemment. La recherche ne se fait pas de manière seule, mais à plusieurs. Le cinquième point est d'accepter l'échec comme partie intégrante du processus. Les erreurs ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprendre et d'affiner ses idées. Dans cette vidéo, nous allons voir ces 5 points plus en détail, de manière plus approfondie, pour vraiment être capable de faire de la bonne recherche, vous et votre recherche. Ainsi, Hamming nous invite à réfléchir sur notre propre parcours de recherche. Et c'est vraiment super important, super intéressant, car on apprend vis-à-vis de nous-mêmes dans le même temps. Et il nous invite à nous poser cette question tout du long de sa vidéo, de sa présentation. Si vous ne travaillez pas sur des problèmes importants, il est peu probable que vous fassiez un travail important. Et donc, posez-vous cette question. C'est une question que l'on doit tous se poser lorsque nous faisons de la recherche. Suis-je en train de travailler sur quelque chose qui a un réel impact? Si la réponse est incertaine, il n'est jamais trop tard pour réorienter votre approche et viser plus haut. Ce que Richard Hamming nous dit, c'est que la plupart des choses qu'il partage dans sa vidéo, dans sa présentation, sont des choses que personne ne lui avait dites. Il a dû les découvrir par lui-même. Et ainsi, maintenant qu'il les a expliquées en détail, comment réussir dans le monde de la recherche, eh bien, on n'a plus d'excuses pour faire mieux que lui, et il nous souhaite bonne chance. Nous allons voir ce qui distingue les chercheurs d'exception des autres. Dans sa conférence légendaire, You and Your Research, Richard Hamming nous partage une vérité essentielle. Vous êtes seul responsable de la direction et de l'impact de votre travail. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver une bonne idée de recherche, comment réussir à l'explorer, comment réussir à générer de bonnes idées, comment poursuivre justement des sujets prometteurs, des sujets porteurs, des sujets innovants, des sujets créatifs. Et oui, tout cela est essentiel car tu veux faire de la bonne recherche, tu veux faire de la recherche qui compte, tu veux faire de la recherche sur des sujets pour lesquels on aimerait trouver des réponses. Tu veux découvrir de nouvelles choses. Le premier point qu'il relève dans sa présentation est l'importance de poser les bonnes questions. Est-ce que tu travailles sur les problèmes les plus importants de ton domaine? Ose te poser cette question, elle peut être effrayante parce que la réponse peut te faire peur. Hamming nous raconte dans la présentation qu'il avait observé que certains scientifiques avançaient alors que d'autres semblaient stagner. Il a observé que la différence entre ces chercheurs étaient les problèmes qu'ils abordaient. Et c'est là la leçon principale, c'est qu'il faut travailler sur des questions significatives. Trop de chercheurs passent leur carrière à résoudre des problèmes mineurs sans se poser cette question essentielle. Est-ce que je travaille sur les problèmes les plus importants de mon domaine? Si tu ne travailles pas sur des sujets importants, il est peu probable que tu fasses un travail important. Et pourtant, c'est ce que tu veux faire. Tu veux produire quelque chose d'important. Tu dois avoir la vision et l'ambition. Les grands chercheurs croient en leur capacité à faire des découvertes importantes. La plupart des scientifiques passent leur temps à travailler sur des choses qu'ils jugent eux-mêmes peu importantes et peu susceptibles de mener à des résultats significatifs. Demande aux chercheurs autour de toi, est-ce qu'ils travaillent sur des choses importantes, sur les choses les plus importantes? Et dans son expérience, beaucoup de chercheurs disaient non. Ça peut être par manque de vision, par habitude. Développe une vision claire de tes objectifs et avance en ligne droite pour accomplir des choses remarquables. Le désir d'excellence est une caractéristique essentielle pour accomplir un travail exceptionnel. Sans un objectif clair, vous risquez de vous disperser et de n'arriver nulle part. Donc, définis un objectif clair de ta recherche
et pose-toi la question si ce sur quoi tu travailles est important. Et si ça ne l'est pas, pourquoi est-ce que tu y consacres du temps? Le temps passe vite et encore plus en thèse. Tu as que 3 ans, peut-être un peu plus, peut-être déjà moins. Et tu n'as pas le temps de te disperser. Tu n'as pas le temps de partir dans toutes les directions. Même en te posant ces questions, cela ne veut pas dire que tu vas tout de suite réussir à trouver ce qui est important. Mais ça met ton esprit dans la possibilité d'ouverture. Aming dit qu'il consacre environ 10% de son temps chaque vendredi après-midi à réfléchir uniquement à de grandes questions. Je ne faisais que penser à des choses importantes. Donc tu peux aussi implémenter ça dans ta recherche, dans ta routine hebdomadaire. Une après-midi durant laquelle tu te recentres, tu penses aux choses importantes, tu lis sur ton domaine, tu apprends de nouvelles choses, tu explores. Car lorsque tu fais de la recherche, tu te retrouves peut-être moins en doctorat, mais plus tu avances, moins tu as de temps pour lire des articles, pour te renseigner sur ton domaine. Et pourtant, c'est la chose la plus importante à faire en tant que chercheur, c'est de prendre le temps de lire les derniers articles qui viennent d'être publiés pour apprendre justement les nouveaux sujets. Et ainsi, tu peux justement penser à de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées, voir ce qui a été fait et voir comment ça peut affecter ta propre recherche. Donc prends le temps régulièrement de te poser les grandes questions, plutôt que de rester immergé dans les détails du quotidien, comme la plupart des chercheurs. C'est très facile en thèse de se retrouver à être tellement concentré sur sa petite expérience qu'on oublie en fait the big picture, les questions générales, la grande idée. Et c'est pour cela qu'il faut prendre du temps chaque semaine pour se reposer et justement ouvrir les yeux, enlever ses œillères. Bien sûr, un problème n'est pas important seulement par sa nature, mais aussi par la possibilité d'y apporter une solution. Il y a des problèmes très 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 intéressants, mais nous n'avons pas les capacités aujourd'hui de résoudre ces problèmes. La téléportation, l'antigravité, voyager dans le temps. Tout cela sont des choses tellement passionnantes, mais inaccessibles aujourd'hui. Donc ton problème doit être accessible, il doit être faisable. Tu dois pouvoir y répondre avec les méthodes et la technologie actuelle. Pour réussir à te poser les bonnes questions, tu dois apprendre à te libérer du cadre et t'entourer des bonnes personnes. Bien sûr, au début de ta carrière, tu n'auras pas forcément la liberté de travailler sur les sujets qui t'intéressent vraiment. Si tu le peux, tant mieux. C'est vraiment ce qu'il faut viser à faire, être capable de rédiger ses projets de recherche pour pouvoir explorer ses propres sujets. Tu as envie d'apprendre à créer tes projets de recherche, je t'invite à aller voir mon blog Vaillant Doctorant et à aller voir mes articles et mes formations parce que je vais avoir des nouveaux articles qui vont arriver prochainement dans lesquels je partage justement comment créer ses propres projets de recherche, comment développer ses idées et comment obtenir des financements avec ces projets. Et ensuite, tu auras aussi accès à une formation pour justement apprendre à créer tes projets de recherche dans laquelle je partage comment j'ai récemment obtenu une bourse Rubicon et comment j'ai obtenu mon financement pour mon doctorat. Apprends à te libérer du cadre et à t'entourer des bonnes personnes. Lorsque tu as une idée sur un certain thème, tu vas pouvoir discuter les différents aspects de cette idée avec les personnes concernées, avec les personnes qui pourraient justement t'aider à élaborer cette idée, à faire un bon brainstorming, à vraiment explorer les bonnes choses. C'est vraiment ça que tu veux pouvoir faire. Et tu veux du coup parler avec des gens qui te donnent de l'énergie, qui te donnent de l'inspiration, pas qui te drainent ton énergie. Et enfin, le dernier point pour développer de bonnes questions de recherche est de faire attention à la lecture passive. Et du coup, d'avoir plutôt une lecture active et stratégique. Car si tu lis énormément de manière constante, tu vas commencer à penser comme les personnes que tu lis et tu vas donc arrêter d'innover. Si tu lis uniquement ce que font les autres, tu vas penser comme les autres. Car tu auras le paradigme actuel en tête, tu auras ce qui est fait de manière actuelle. Les grands chercheurs clarifient d'abord leur propre raisonnement avant de regarder ce qui existe déjà. Donc lis pour comprendre les questions en suspense, pas pour copier les solutions. Trouve tes propres solutions. Lis pour comprendre des problèmes ouverts. Lis pour trouver directement des solutions. Ce n'est pas une bonne stratégie car ça peut restreindre ta créativité et ta capacité d'innovation. Et une approche plus stratégique de la lecture. Si tu veux avoir de nouvelles idées et des idées différentes, fais comme beaucoup de penseurs créatifs. Clarifie d'abord le problème. Réfléchis à ta propre manière de l'aborder. Ok, tu vois un problème dans le monde réel, pense à comment tu pourrais l'aborder et ensuite tu lis pour voir si c'est dans la bonne direction ou pas, si ça a déjà été fait, mais si c'est une bonne manière de faire, si tu es original. Car justement, toujours lire avant
peut bloquer ta créativité. Donc il faut réussir à trouver le bon équilibre entre les deux, entre d'un côté développer ses propres idées pour être capable d'être créatif, et d'un autre côté lire la littérature pour savoir où le domaine en est. Bien sûr, lire est nécessaire pour savoir ce qui se passe et ce qui est possible. Mais lire pour trouver des solutions ne sont pas forcément la meilleure manière de faire. Donc entre autres, prends du recul sur ta recherche, challenge-toi en te posant des questions difficiles, ose faire face à des questions difficiles, accepte l'incertitude et cultive des problèmes non résolus. Si ta question a déjà été résolue, ce n'est pas forcément très intéressant. Et entoure-toi des bonnes personnes. Discute avec les personnes de tes idées pour les challenger et voir si elles sont relevantes. Si tu as une idée d'un projet préclinique, eh bien discute avec des personnes cliniques, des cliniciens, des psychiatres, peu importe ton domaine, pour justement comprendre si ton projet est intéressant. Le deuxième point que Hamming lève dans sa présentation, You and Your Research, est la préparation rencontre l'opportunité. La chance favorise l'esprit préparé, nous disait Louis Pasteur. Bien oui, les grandes découvertes scientifiques ne sont pas seulement le fruit du hasard, mais aussi de la préparation et du travail acharné. Comme je le disais juste avant, tu avances, et à un moment, tu vas voir cette chose, cette opportunité. J'ai un article sur mon blog sur la sérendipité que je t'invite à aller voir. Toujours sur le blog Vaillant Doctorant. La chance n'explique pas tout. Ce sont des années de travail acharné qui mènent à l'acte créatif. Très rarement, une découverte majeure tombe entre vos mains sans effort. Il serait insensé de compter uniquement sur la chance pour accomplir quelque chose de significatif dans la seule vie que vous avez. Bien sûr, certaines découvertes arrivent par hasard, mais la plupart des percées majeures sont le résultat d'années de préparation et de réflexion. La préparation va rencontrer l'opportunité grâce, par exemple, aux approches interdisciplinaires, parce que justement, les percées scientifiques se produisent à l'intersection de plusieurs disciplines. Il est donc essentiel de ne pas se fermer à un seul champ d'études. Il faut ouvrir ses horizons, ouvrir les manières de faire les choses différemment de ce qu'elles sont faites actuellement. Tu dois être ouvert justement aux influences extérieures, car c'est souvent en connectant des idées issues de différents domaines que naissent les plus grandes innovations. Donc apprends de ton domaine, mais aussi de domaines adjacents, de domaines connexes, pour pouvoir justement garder un esprit ouvert et un esprit actif, et être prêt à apprendre de manière constante, pour pouvoir voir les opportunités que les autres personnes ignorent. Donc sois curieux, lis en dehors de ton domaine, développe une culture scientifique large, une idée qui semble sans lien avec ton travail aujourd'hui peut devenir la clé d'une grande découverte demain. Tiens un carnet d'idées pour noter tes pensées et essayer de les connecter avec le temps, discute avec du monde, prends du recul sur les grandes questions et reste attentif aux discussions informelles. Elles peuvent mener vraiment à des choses très intéressantes. En somme, les chercheurs qui font avancer la science ne sont pas simplement ceux qui travaillent dur, mais aussi ceux qui savent reconnaître les opportunités et s'y préparer activement. Le troisième point, la persévérance et le travail acharné. Le talent ne suffit pas. Thomas Edison disait, le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Ce qui différencie les chercheurs qui laissent leur empreinte de ceux qui abandonnent trop tôt, c'est justement cette persévérance. Tu n'échoues pas par manque d'intelligence, mais parce que tu ne persévères pas suffisamment. Donc persévère, persiste. Continue de creuser. Et il nous dit que John Tukey savait énormément. Et en fait, la réponse, pourquoi il sait énormément? Parce qu'il a travaillé très dur pendant énormément d'années. Bien sûr, tu ne peux pas forcément travailler aussi dur que John ou Richard, ou peu importe tes collègues que tu vois travailler beaucoup plus dur. Mais tu peux essayer, une de tes forces, c'est d'essayer de l'exploiter. Tu peux aussi utiliser les intérêts composés. Plus vous travaillez, plus vous apprenez à travailler et plus vous pouvez accomplir. Même 1 heure de plus par jour sur toute une vie peut plus que doubler votre production scientifique. Bien sûr, est-ce que c'est cela que vous voulez? C'est encore une fois à vous de vous poser cette question. Et ainsi, il faut faire attention au piège du confort intellectuel, le danger de la complaisance, d'arrêter de se challenger. Les scientifiques qui marquent l'histoire sont ceux qui acceptent de se confronter à l'inconnu, aux doutes et aux remises en question constantes. Si vous voulez faire un travail de premier plan, vous devez vous battre. Vous devez accepter que ce sera difficile. Il faut abandonner le confort intellectuel. Il faut justement aller dans ce que tu ne connais pas, travailler sur des problèmes difficiles. C'est là que tu peux grandir le plus, c'est là que tu apprendras le plus. Les scientifiques qui marquent l'histoire sont ceux qui acceptent de se confronter à l'inconnu, aux doutes et aux remises en question constantes. Donc, comment appliquer cette leçon?
Accepte que oui, la recherche, c'est difficile. C'est un sport de haut niveau, comme nous dit professeur Raoult. Ne te laisse pas décourager par l'échec, tu auras des échecs encore et encore. On y vient un peu plus tard dans cette vidéo. Fixe-toi des défis ambitieux. N'aie pas peur de travailler en dehors de ta zone de confort, en dehors des territoires connus. Reste engagé sur le long terme, car c'est un travail de long terme de faire de la recherche. Une idée qui semble sans issue aujourd'hui peut devenir précieuse demain. Et bien sûr, si vous aimez profondément ce que vous faites, vous trouverez la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles. Si tu aimes la recherche, tu vas aimer persévérer, tu vas aimer aller de l'avant et tenter des nouvelles choses encore et encore. Donc, es-tu prêt à travailler dur pour laisser une empreinte dans ton domaine? Le quatrième point, très important d'après Richard Hamming, est la collaboration et la communication. La recherche n'est pas un travail solitaire. On imagine souvent le chercheur isolé dans sa tour d'ivoire, à faire ses propres choses tout seul. Mais non, ce n'est pas ça faire de la recherche. La recherche, c'est des échanges, des discussions, des collaborations. Si vous isolez votre travail, vous vous privez des idées des autres et de précieuses opportunités d'apprentissage. C'est pour cela qu'il vous faut un environnement stimulant. Choisissez un environnement stimulant pour votre doctorat. Soyez ouvert aux discussions informelles. Gardez la porte de votre bureau ouverte. Car vous, justement, peut-être que vous allez perdre quelques minutes, quelques heures par-ci, par-là, mais vous aurez pu peut-être potentiellement interagir avec les bonnes personnes dans le bon environnement. Et cela peut maximiser tes chances de succès car cela peut t'ouvrir à des nouvelles idées. Les conditions que vous pensez idéales ne sont souvent pas celles qui vous conviennent le mieux. Richard Hamming nous dit que beaucoup de chercheurs ont peur de partager leurs idées parce qu'ils ont peur qu'on leur vole. Mais pourtant, garder une idée secrète est le meilleur moyen qu'elle ne voit jamais le jour. Richard Hamming nous dit, justement, ose partager tes idées. Les discussions permettent d'affiner les idées, d'obtenir des retours précieux et d'éviter de s'enliser dans une impasse intellectuelle. Donc partage tes idées. Parle de tes idées. C'est très rare de se faire voler une idée. Donc, ose partager, affine ton idée. Bien sûr, si tu es dans un domaine hyper innovateur, où tu travailles sur la mouche, parce que la mouche, tu peux reproduire très rapidement les données, peut-être que tu n'as pas envie de partager à n'importe qui. Mais partage à ton groupe de recherche. C'est vraiment très important de pouvoir discuter le plus possible. Donc, comment appliquer cette leçon? Échange régulièrement avec tes collègues. Ne sous-estime pas l'importance des discussions informelles. Elles sont souvent un point de départ à de nouvelles grandes idées. Sois ouvert aux critiques, challenge tes idées. Ça peut t'aider justement à avoir des failles et à améliorer ton travail. Rejoins des groupes de recherche dynamiques. Et ne garde pas tes idées pour toi, partage tes idées. Les personnes qui réussissent sont les personnes qui s'entourent des bonnes personnes, qui écoutent et qui participent activement aux discussions scientifiques. Et toi, est-ce que ta porte est ouverte aux opportunités ou est-elle fermée aux opportunités et aux échanges? Le cinquième point est un point aussi essentiel qui est d'accepter l'échec comme partie du processus. Les chercheurs qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent en tirer des leçons et rebondir. Si vous ne faites jamais d'erreur, c'est probablement que vous ne prenez pas assez de risques. L'échec n'est pas un obstacle, mais un outil d'apprentissage. C'est là que l'on fait les plus grandes découvertes, car chez Bell Labs, la norme était expérimenter, échouer, comprendre pourquoi cela n'avait pas marché et réessayer différemment. Et c'est de là que naît l'innovation, c'est de la répétition de ce processus. J'ai une collègue en doctorat en physique, et en physique, ce que tu fais, c'est qu'elle essaye en gros de mettre deux composants chimiques ensemble pour qu'ils adhèrent bien. Et elle a passé son doctorat à essayer d'optimiser. Elle a expérimenté, échoué, émis une nouvelle hypothèse, pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis réessayer différemment. Donc n'aie pas peur d'échouer, essaye. Ne te limite pas à avoir des projets trop faciles car tu limites tes progrès si tu fais cela. Donc attaque-toi à des problèmes que tu as à résoudre, sinon tu ne feras jamais rien d'exceptionnel. Donc ose prendre des risques et ainsi change ta perception de l'échec. Le vrai problème n'est pas de faire des erreurs, c'est de ne pas apprendre d'elles. Donc pose-toi toujours la question clé, pourquoi cela n'a pas fonctionné? Et ainsi, aie confiance en toi. C'est une compétence essentielle dans la recherche. La confiance ou le courage est une qualité que vous devez développer en vous-même, nous dit Richard Hamming. N'aie peur de rien, ose tester, sois courageux, prends le risque d'échouer. Et c'est comme cela que tu pourras faire de la recherche qui compte. Donc accepte que l'échec fait partie du processus scientifique. Analyse tes erreurs,
Prends du recul pour identifier ce qui n'a pas fonctionné et comment tu pourrais ajuster ton approche. Ne joue pas la sécurité. Ose t'attaquer justement à des problèmes complexes. Persévère et cultive la confiance en toi. Et ainsi, le courage de continuer est essentiel, car la grande recherche est souvent parsemée de longues périodes sans succès et de nombreux moments de découragement. Alors comment considères-tu tes échecs? Comme un frein ou comme un tremplin vers de meilleures découvertes? Ainsi, voici comment vous et votre recherche vers une recherche impactante. Richard Hamming termine sa conférence avec une réflexion essentielle. L'effort pour atteindre l'excellence en vaut-il la peine? Sa réponse est sans équivoque. Je crois que oui. Le plus grand bénéfice réside dans l'effort pour se transformer soi-même, dans la lutte contre ses limites. L'essentiel n'est pas tant d'atteindre un objectif, mais la personne que vous devenez en chemin. Richard Hamming nous rappelle que vivre sans chercher à se dépasser est une vie incomplète. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Ainsi, grâce à cette conférence, nous pouvons voir comment devenir un chercheur accompli. Le message est clair, la réussite en recherche ne repose pas uniquement sur le talent ou l'intelligence, mais sur des choix stratégiques et une attitude proactive. Donc entre autres, travaille sur des questions significatives, sois prêt à saisir les opportunités, persévère malgré les obstacles, le travail acharné et la résilience sont indispensables. Entoure-toi et collabore de manière intelligente et accepte l'échec comme partie intégrante du processus. Et ainsi, pose-toi la question, si vous ne travaillez pas sur des problèmes importants, il est peu probable que vous fassiez un travail important. Alors posez-vous cette question essentielle, suis-je en train de travailler sur quelque chose qui a un réel impact? Si la réponse est incertaine, il n'est jamais trop tard pour réorienter votre approche et viser plus haut. Toi du coup, où en es-tu dans ta recherche? Travailles-tu sur des problèmes importants? Des problèmes réellement importants? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort et à affronter des défis ambitieux? Comment pourriez-vous collaborer davantage et échanger avec d'autres chercheurs? Vois-tu l'échec comme un frein ou comme un moteur d'apprentissage? Partage tes réflexions dans le groupe Telegram, en commentaire. Et ose viser haut. Si Hamming a pu le faire, alors pourquoi pas vous? Voici ainsi 10 conseils pratiques pour une recherche impactante provenant de Richard Hamming. Le premier point est de travailler sur des problèmes significatifs. Ne perds pas ton temps sur des sujets mineurs. Pose-toi régulièrement la question essentielle. Ce sur quoi je travaille est-il réellement important? Ose t'attaquer aux grandes questions de ton domaine. Le deuxième point, soyez toujours prêt à saisir les opportunités. Les grandes découvertes naissent souvent à la croisée de la préparation et du hasard. Restez curieux. Explorez différents domaines et soyez attentifs aux nouvelles idées qui émergent autour de vous. La chance favorise l'esprit préparé. Troisième point est d'apprendre à persévérer face aux difficultés. Le chemin de la recherche est semé d'embûches. Les chercheurs qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les obstacles, mais ceux qui trouvent un moyen de les surmonter. Si vous voulez faire un travail de premier plan, vous devez vous battre et vous devez accepter que ce sera difficile. Quatrième point important est de collaborer et d'échanger avec des chercheurs. La recherche ne se fait pas en solitaire. Il faut partager ses idées, discuter avec ses collègues et être ouvert aux critiques constructives. Si vous isolez votre travail, vous vous privez des idées des autres et de précieuses opportunités d'apprentissage. Ne craignez pas l'échec, apprenez-en. Visez à échouer, testez le maximum possible. L'échec fait partie du processus scientifique. Si tu ne fais pas d'échec, c'est que tu ne vises pas encore assez haut, c'est que tu ne prends pas encore assez de risques. Chaque erreur est une opportunité d'amélioration. Analyse ce qui n'a pas fonctionné et ajuste ton approche. Le vrai problème n'est pas de faire des erreurs, c'est de ne pas apprendre d'elles. Le sixième point est d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Les découvertes majeures viennent souvent d'idées audacieuses. Donc ose t'attaquer à des problèmes complexes. Si vous ne vous attaquez qu'à des problèmes que vous savez résoudre, vous ne ferez jamais rien d'exceptionnel, nous dit Richard Hamming. Le septième point est de construire un environnement de travail stimulant. Entourez-vous de personnes motivantes et inspirantes. Un bon environnement intellectuel favorise les échanges d'idées et les avancées scientifiques. Vous devez interagir avec les bonnes personnes dans le bon environnement pour maximiser vos chances de succès. Donc pensez aux personnes autour de vous. Sont-elles les personnes que vous voulez avoir? Peuvent-elles vous aider à avancer dans votre recherche? Remettez en question vos propres idées. Ne tombe pas dans l'autocomplaisance. Challenge tes idées,
teste de nouvelles approches et accepte la remise en question constante. Ne crois pas savoir. Lorsque tu sais que tu ne sais rien. Donc constamment essaye d'apprendre. Les grands chercheurs peuvent croire en leur domaine tout en voyant clairement ses failles et ses limites. Le 9e point est de gérer efficacement votre temps et vos priorités. Priorisez votre travail, ne vous dispersez pas sur des tâches secondaires car le temps est trop court. Le temps en thèse est aussi trop court, le temps passe trop vite. Vous n'avez pas le temps. Travailler dur ne suffit pas, il faut travailler sur le bon problème, au bon moment et de la bonne manière. Et dernier point, restez passionné et curieux, travaillez sur ce qui vous passionne. La motivation et la passion sont les moteurs de toute grande recherche. Posez-vous des questions, cherchez à comprendre au-delà des évidences et ne cessez jamais d'apprendre. Le désir d'excellence est essentiel, il donne une direction à vos efforts et vous permet de continuer à avancer. Et vous, que pensez-vous de ces conseils? Quels conseils donneriez-vous à d'autres chercheurs pour justement faire de la bonne recherche, faire de la recherche qui compte, pour avoir une recherche impactante? Tu peux aussi aller voir directement mes articles sur mon blog dans lesquels je te parle de la recherche scientifique et aller voir mes nouvelles formations justement sur comment créer un projet de recherche, comment développer de bonnes questions de recherche, des questions de recherche qui comptent. Et pose-toi cette question, suis-je en train de travailler sur quelque chose qui a un réel impact? Si la réponse est incertaine, il n'est jamais trop tard pour réorienter votre approche et viser plus haut. Si vous ne travaillez pas sur des problèmes importants, il est peu probable que vous fassiez un travail important. Je te retrouve de l'autre côté. Ciao.